Donc maintenant, on va voir un petit peu, toujours des mensonges en fait. On va voir ce que le président nous avait dit à une certaine époque. J'ai un petit florilège de faits qui se sont passés, pardon. Je vais vous les passer à l'écran. On va voir ce qui est dit et on va voir la réalité. Donc là, c'est un petit florilège, je crois que c'est Mediapart qui a fait ça. Je suis pas sûr. Retour sur 21 mensonges ou arrangements avec la réalité effectuée par Emmanuel Macron. Donc là, c'est directement le président. Alors en 1, il nous dit que l'industrie, je vais peut-être pas faire les 21, je vais juste vous les passer à l'écran, mais je ne vais pas tout vous lire. L'industrie a recréé des emplois. L'affirmation d'Emmanuel Macron, je cite, grâce aux réformes menées, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois. La réalité, quelle est-elle? Alors la réalité, c'est que 38 000 emplois industriels de moins depuis 2017, lors de son premier mandat. Numéro 2, le chômage au plus bas depuis 15 ans. Donc, je cite Emmanuel Macron, le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. Alors, la réalité, c'est que le nombre d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, est stable par rapport à l'avant-pandémie. Donc, il n'a pas atteint son niveau le plus bas du tout, il est resté plus ou moins pareil, voire pire. Autre réalité, la terrible précarisation de l'emploi dans le pays, l'essor des mini-jobs à la française, donc 87,2% des nouvelles embauches se sont faites en CDD en 2021. Et même 60% en CDD de moins d'un mois. Vous imaginez? Donc en 2021, 600 000 auto-entrepreneurs ont été créés. Enfin, auto-entreprises, pardon, ont été créées. Au revenu moyen de ces gens, 590 euros. Alors, je vous laisse imaginer comment on fait pour vivre avec 590 euros. Hein. En tant que patron, se payer 590 euros, je veux dire, c'est pas. Je pense qu'à la base, c'est pas ce pourquoi on a créé une entreprise. On va enchaîner. Hop. L'investissement dans les hôpitaux. Ah oui, grand chantier, ça aussi, les hôpitaux. Alors, je cite Emmanuel Macron. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux. Alors, la réalité, c'est que 17 600 lits d'hôpitaux fermés depuis 2017. 5 700 lits d'hôpitaux fermés en 2020, en pleine crise sanitaire, donc en pleine crise du Covid, où les hôpitaux étaient surchargés. Ils ont fermé 5 700 lits. 4 milliards d'euros d'économies réalisées sur l'hôpital durant son premier mandat. C'est fou quand même. Comment ces gens s'octroient le droit de mentir en permanence. Hop, on arrive en 4. Recrutement de magistrats et d'enseignants. Alors, je cite Emmanuel Macron. Nous avons pu recruter, blablabla, des magistrats et des enseignants. La réalité, c'est qu'en France, la France compte 10,9 juges pour 100 000 habitants, quand la moyenne européenne est de 21,4, donc plus que moitié moins, quasiment. Plus de magistrats, de greffiers, de personnel de justice ont été en novembre dans une tribune pour alerter sur la souffrance dans l'institution judiciaire, la perte de sens et le manque de moyens dans la justice. Autre réalité, 7 900 postes supprimés par Jean-Michel Blanquer dans le second degré, soit l'équivalent de 166 collèges depuis 2017. 440 postes encore supprimés à la rentrée 2022, donc là c'est tout récent. Et une crise de vocation inquiétante, baisse de 30% du nombre de candidats au CAPES, donc c'est le concours pour devenir prof, depuis 20 ans. Nombre de démissions d'enseignants multiplié par 4 depuis 2012. Emmanuel Macron nous dit qu'il a pu recruter. C'est très bien, je ne sais pas dans quel monde il vit, mais on ne vit pas dans le même, je crois. Alors, la réduction de la dépendance de la France aux énergies fossiles. Je cite Emmanuel Macron, nous avons pu réduire notre dépendance aux énergies fossiles. La réalité, c'est que la France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables en 2020. Le seul pays de l'Union européenne. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a été condamné à 2 reprises pour infraction climatique par la justice. Voilà, vous imaginez. En 6, la modernisation de notre agriculture. Je cite encore Emmanuel Macron. Nous avons pu continuer à moderniser notre agriculture. Bah là, on est en plein dedans. Hein. On va voir à quel point, on le voit actuellement au salon de l'agriculture, à quel point ça s'est modernisé. La réalité, c'est qu'un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Un agriculteur se suicide par jour, c'est même 2, je crois. Les agriculteurs nous disent qu'il y a 2 agriculteurs qui se suicident par jour. La vente de glyphosate est en hausse de 23% en 2020 en France. Les néonicotinoïdes ont été réautorisés. Les fermes-usines sont toujours ouvertes. Pourtant à l'origine de la propagation du virus contre la comme la 5e vague de grippe aviaire. Etc. Bon, je ne sais pas si je vais tout vous passer, mais en gros, il y en a 21. Là, on n'en est que à la 6e. Donc, je vais juste vous lire les intitulés, du coup. Je ne vais pas tout vous lire. Juste vous les mettre comme ça. Donc, il y a eu des mensonges sur la baisse des impôts. Donc, Emmanuel Macron, je vais vous lire celui-là quand même. Emmanuel Macron, je cite, nous avons baissé les impôts de manière inédite. Et la réalité, c'est que les impôts ont baissé surtout pour les plus riches
et ce, dès les premières lueurs du quinquennat, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, donc dès qu'il a supprimé l'ISF, et l'instauration du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, plus connu sous le nom de flat tax, faisant baisser l'imposition du capital. Donc voilà, il fait baisser les impôts sur le capital. Et en même temps, le gouvernement a baissé le niveau des aides personnalisées au logement, donc les APL, et a augmenté la contribution sociale généralisée, donc il a augmenté la CSG, faisant chuter les pensions. Voilà. Alors, suivant. Alors, Macron a convaincu nos principaux voisins. Tout cela nous a permis d'être crédibles et de convaincre nos principaux voisins. Okay, donc la France en minorité en Europe, sur le budget de la zone euro. Bref, etc. etc. Alors, ce mandat, son premier mandat, en numéro 9, a permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux. Alors c'est faux, la réalité c'est qu'il y a 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 € en France. 12 millions de personnes vivent en situation de précarité énergétique, 8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire, etc. etc. Alors 10, 11. Alors en 10, l'indépendance de la France. En 11, il faut travailler plus longtemps. Ah, bon, je vais vous lire la réforme des retraites quand même. Il faut travailler plus longtemps. Il nous faudra donc travailler plus longtemps, nous dit Emmanuel Macron. Affirmation complétée par la confirmation par la porte-parole du gouvernement, la volonté d'Emmanuel Macron de repousser l'âge du départ de la retraite à 65 ans, alors qu'il avait dit qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite. La réalité, c'est que 25% des plus pauvres d'entre nous sont décédés à 62 ans, l'âge actuel de départ à la retraite. Donc, 25% meurent à 62 ans, à l'âge où ils devraient prendre la retraite déjà actuellement. Donc à 64 ans, vous imaginez. 6 millions de personnes sont au chômage dans le pays. La France fait face à une terrible précarisation de l'emploi, fragilisant des millions de foyers. Le partage du temps de travail permettrait de créer des emplois par les 35 heures réelles et la retraite à 60 ans. Bon, là, c'est un peu à parti pris. Mais bon, passons. Ensuite, le nucléaire est une énergie du futur. Bon, là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Les impôts pèsent sur le travail et la production. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous devons poursuivre et baisser les impôts pesant sur le travail et la production. La réalité, c'est que les impôts de production ont baissé de 17 milliards d'euros en 15 ans, Sarkozy plus Macron, sans effet sur l'emploi. Donc, c'est 17 milliards en moins qui vont dans les caisses de l'État. Les 100 milliards d'euros du plan de France Relance, distribués sans aucune contrepartie, ont surtout bénéficié aux plus grands groupes, c'est-à-dire 137 milliards d'euros en 2021 pour les entreprises du CAC 40, 40,70 milliards d'euros et de dividendes, et en même temps des suppressions de postes. Pardon. Donc l'investissement dans la recherche, c'est pas vrai non plus. Hop. Ensuite, vous avez la lutte contre les inégalités, c'est pas vrai non plus. La priorité sera donnée à l'école, on l'a vu, c'est entièrement faux. La priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants, qui seront plus libres. Plus libres de travailler plus en fait, avec le contrat qu'il leur avait imposé là. Ensuite, 17, des maisons de retraite plus humaines, c'est toujours pas vrai, donc les EHPAD ça n'a pas bougé, c'est de pire en pire même. Ensuite, en 18 et 19, l'inclusion des personnes en situation de handicap, moi je peux vous dire que c'est pas vrai. Nous poursuivons sans relâche notre travail pour l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap. La réalité, c'est que le scandale du refus de déconjugaliser l'allocation d'adulte handicapé, donc la AH, si poursuivre veut dire refuser l'autonomie des personnes en situation de handicap, alors il faut plutôt rompre et accélérer l'inclusion des élèves en situation de handicap en donnant un vrai statut aux accompagnants d'élèves en situation de handicap AESH. 19. Défendre la singularité française. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Défendre notre singularité française implique enfin de promouvoir une certaine manière d'être au monde, un art de vivre millénaire. La réalité, c'est que la question n'est pas la singularité française, mais son universalité, liberté, égalité, fraternité. En 20, le respect des lois n'est pas négociable. Ah oui, ça aussi, c'était un grand sketch. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit pour se faire élire lors de son premier mandat. Parce que le respect des lois n'est pas négociable, nous poursuivrons l'investissement dans nos forces de sécurité et notre justice. La réalité, le respect des lois n'est pas négociable, sauf pour les fraudeurs du fisc pour lesquels Emmanuel Macron a créé une procédure dérogatoire de la justice, la convention judiciaire d'intérêt. En fait, il y a toujours des lois d'exception avec ce type. Voilà. Et en dernier, alors, Macron aurait voulu mener une vraie campagne présidentielle, enfin pour la campagne 2022, son deuxième mandat.
Alors il nous dit que bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Le contexte en gros c'était l'invasion de la Russie, enfin de l'Ukraine par Russie. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de déclarer sa candidature à la dernière minute, et ce bien avant l'arrivée de la guerre russe en Ukraine, et de faire campagne depuis janvier en utilisant les moyens de la présidence. C'est encore Emmanuel Macron qui a décidé de gouverner seul en Conseil de défense et de piétiner le Parlement durant ce quinquennat. C'est Emmanuel Macron qui refuse le débat avec les autres candidats à l'élection présidentielle, et au regard de ces 21 mensonges, on comprend mieux pourquoi il n'a pas voulu débattre avec les autres candidats. Donc voilà, vous voyez que les mensonges en Macronie, pour les macronistes, ne vous en déplaise, c'est pas une exception au mensonge. C'est même monnaie courante et c'est même la façon de faire d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on va continuer à le voir, donc je vais vous afficher une petite liste des affaires qu'il y a en Macronie depuis 2017. Alors, l'affaire des eurodéputés du Modem, d'ailleurs, François Bayrou a été jugé pour ça il n'y a pas longtemps, donc affaire Bayrou. Ensuite, l'affaire Agnès Buzyn, Darmanin, de Rugy, de Levoy, de Samez, l'affaire Dupond-Moretti, Dussopt, de Flessel, Goulard, Grisé, Nyssen, l'affaire Alexis Kohler, donc le bras droit d'Emmanuel Macron, avec l'armateur MSC contre l'association Anticorps. L'affaire Le Cornu, l'un des 15 membres du gouvernement à faire face à la justice. Pénicaud. Les Paradise Papers, oui, qui avaient incriminé Macron en 2017, donc je crois qu'il faisait partie des Paradise Papers. Les affaires Macron-Lix, l'affaire Benalla, Bridé, l'affaire Ferrand, les chers Ferrand avec les mutuelles de Bretagne, Labide, le gendre, les Pandora Papers, l'affaire Mercier, Nardella, je connais pas celle-là, l'affaire Solaire, les Pandora Papers, l'affaire Coralie Dubosc, Carlos Ghosn, les affaires McKinsey, donc les cabinets de conseil, les Uber Files, qui incriminaient Macron et qui avait favorisé l'implantation de Uber en France. Et le deuxième quinquennat, et c'est toujours pas fini, d'ailleurs ça vient de commencer, 2022 jusqu'à 2027. Alors on a déjà l'affaire Jérôme Lambert, Claire Pitola, l'affaire du fonds Marianne, etc. etc. Et, bon, bref. Dupond-Moretti qui est passé en jugement encore récemment. Ouais, en fait, il n'y a pas une semaine limite où il n'y a pas une nouvelle affaire qui débarque en Macronie, quoi. Donc là, c'était les affaires de justice, et on va parler des affaires sexuelles. Avec une petite vidéo. Il semble que Mme Josso puisse être vraiment prise au sérieux lorsqu'elle arrive à l'Assemblée nationale et qu'elle est prise par des camarades députés, des collègues députés en charge. Je suis pas sûre que si c'était arrivé à une collaboratrice qui serait sortie de cette situation-là, en disant je me sens mal, il s'est passé quelque chose d'étrange, que les événements se seraient déroulés exactement de cette façon-là. Parce que dans le monde politique, pour vous, c'est quelque chose qui existe, voire qui est fréquent. Non, mais vous êtes, je le rappelle, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles en politique. Je vais juste m'attarder à la Macronie, et là, vraiment, pour venir ce soir, j'ai voulu faire une liste. Parce qu'en fait, il est très difficile de se rappeler de tous les noms qui sont mis en cause. Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances visant... Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas non, mais c'est important, mais voilà, je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires, voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simon, accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi, accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry, signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui a priori sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite attendez, je sais que c'est un douloureux. bord politique. Non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était en direct avec nous hier soir, à témoigner. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Parce que des violences sexuelles en politique, il n'y en a pas, me semble-t-il, que dans un bord. Il y en a absolument partout. Donc là, on voit bien dans cette vidéo que le journaliste essaie de minimiser à chaque fois ce que dit cette femme. Oui, ils sont accusés, mais ils n'ont pas été jugés ou ils ont été acquittés, etc. Il essaie de minimiser et la dame elle dit que bah non, mais je vais continuer, c'est pas fini, je sais que ça fait mal, mais il faut continuer. Donc vous voyez que les affaires, même les affaires sexuelles, de drogue, etc., c'est monnaie courante en Macronie. Et bien sûr, tous ces gens-là sont toujours ministres, sont toujours. Ils l'ont resté alors que Emmanuel Macron avait dit que chaque ministre mis en examen, etc., devrait démissionner si lui il était président. Donc on voit que c'est pas du tout le cas.
on va voir un petit peu alors, ce que nous dit le code pénal sur la liberté de la presse. Alors, crime et délit, alors c'est le chapitre 4, pardon. Crime et délit commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'article 27. La publication, la diffusion, la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, attribuées à un tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 €. Et là, après, on vous dit que ça peut aller même jusqu'à 135 000 € si ça affecte la discipline ou le moral des armées ou ça entrave l'effort de guerre de la nation. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des articles de loi qui sont du code pénal qui préviennent normalement ce genre de choses, mais ça n'empêche pas les médias de diffuser par exemple des choses fausses par le biais des hommes politiques et que rien ne se passe. Donc on l'a vu par exemple sur le Covid, qui disait que ça protégeait, il fallait se faire vacciner parce que ça protégeait de la transmission, alors que ça ne protégeait pas, etc. Donc ils ont imposé un pass vaccinal par le biais d'un mensonge. Et du coup les médias étaient complices. Bon, les médias à la rigueur ne sont pas médecins, donc on peut dire qu'ils ne le savaient pas, mais bon, quelle est la capacité première d'un journaliste? On va dire que c'est d'investiguer, c'est de mener des investigations. Mais ce n'est pas le cas des chaînes d'infos en continu qui, eux, en fait, ils sont plutôt sur le créneau du scoop qui arrive et de faire du buzz. Voilà. Alors, article 334 alinéa 15. Écoutez bien. Le fait d'user de promesses, d'offres, de présents, de pressions, de menaces, de voies de fait, de manœuvres ou d'artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, afin de déterminer autrui, c'est-à-dire en gros de forcer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou à délivrer une déposition. Donc si vous empêchez autrui de faire une déposition, une déclaration ou une attestation, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, même si la subornation n'est pas suivie des faits. Écoutez bien, vous allez voir pourquoi je vous mets ce petit article-là. Alors, souvenez-vous bien de l'article de loi que je viens de vous lire, et on va écouter cette vidéo. Vous n'avez pas trop les réseaux sociaux, mais vous avez dû entendre parler sur Twitter. Certains partagent une image de vous. Vous étiez à côté du ministre de la Transition écologique et vous lui transmettez un petit papier. Et tout le monde fantasme un peu sur ce qui est écrit sur ce papier. Est-ce que vous pourriez rétablir la vérité et nous dire ce qui était écrit et quel message vous avez fait passer au ministre hier? Je vais le dire tout simplement. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas mon RIB. Parce que j'espère que vous me trouvez pas assez con pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct. Parce que mon RIB, je ne l'ai pas donné. Et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Vous vous souvenez de l'article que je vous ai mis avant? Donc ça disait que si on essaie de soudoyer quelqu'un ou d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose, bon, certes, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire, etc. Mais là, le journaliste fait un travail de merde. Il a un scoop sous la main. Le gars lui dit, qu'est-ce qu'il y avait sur le papier? Est-ce que c'était votre RIB? Enfin, les gens pensent que sur les réseaux, c'était votre RIB. Le gars, Jérôme Bale, l'agriculteur, là, lui répond, vous ne pensez pas assez bête pour donner mon RIB. Et, en fait, on a essayé de me soudoyer avant en me donnant un poste, en me proposant un poste, avant que je commence la manifestation de blocage de l'autoroute. Il dit ça au journaliste, et tout ce qui intéresse le journaliste, c'est ce qu'il y a sur le bout de papier qu'il a donné au ministre. Alors que n'importe quel journaliste, mais ses patrons sur le plateau de télé, normalement ils auraient dû relever, ils disent attends, t'as un scoop là entre les mains. Le gars te dit, on a essayé de me soudoyer, on a essayé de me proposer un poste pour que je fasse pas grève, que je bloque pas l'autoroute, que je fasse pas de vagues dans le pays. Et le gars relève même pas. Ses patrons ne relèvent même pas. Et là, qui c'est qui est fautif? Déjà, on ne sait pas qui a proposé un poste à ce monsieur. Et que ce soit un poste au niveau du syndicat, donc la FNSEA, ou que ce soit un poste au niveau du gouvernement ou de l'argent au niveau du gouvernement, c'est très grave. C'est très grave. Et personne ne relève quoi que ce soit. Il n'y a que d'autres journalistes alternatifs sur les réseaux, les mecs ont relevé. Les citoyens, les auditeurs, les mecs sur Twitter, les mecs sur YouTube, etc. Tout le monde a relevé, mais pas BFM, pas les journalistes de BFM. Personne se dit putain, mais il y a un putain de scoop. Qui c'est qui t'a proposé ça, mec? Dis-nous, ça nous intéresse. C'est ça le scoop. C'est pas ce qu'il y avait sur le putain de papier, quoi. C'est du n'importe quoi. Tout ça pour dire que les médias en France ont une grande responsabilité à jouer. C'est le 4e pouvoir, pardon. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et vous avez la presse. La presse, normalement, elle est censée investiguer. Elle est censée investiguer, faire des investigations, des enquêtes médiatiques, on va dire,
des enquêtes journalistiques, pour informer la population, les citoyens, et pour qu'ils, dans le cadre des élections, après, si certaines personnes sont incriminées, qu'ils sachent pour qui voter et pour qui ne pas voter, par exemple. Ou si une entreprise fait de la merde, pollue, etc., bah, savoir si c'est une entreprise qui vend des choses, qui propose de l'eau, etc., ne pas l'acheter, ne pas prendre un abonnement chez ces gens-là, etc. Bon bref, il y a plusieurs domaines, je vais un peu loin, mais vous voyez sur cette image, en fait, que les médias appartiennent à quelques familles seulement en France. Tout est relié. Donc si vous ne connaissez pas cette image, en fait, elle vient du monde diplomatique. Donc je vous invite, et de Acrimed aussi. Donc ils ont fait des recherches, et eux ils ont trouvé que tous les médias en France, vous voyez qu'il n'y a pas que les chaînes télé. Hein. Dans tout ça, vous avez les chaînes télé, oui. Vous avez aussi tout ce qui est la presse écrite, même certaines radios, etc. Donc, vous avez surtout même de la presse écrite. Donc vous voyez que tout ça appartient à seulement quelques familles. Donc là, on peut compter. Hein. Donc il y a à peu près une trentaine de personnes qui possèdent tous les médias que vous voyez, presse écrite et chaînes TV, radio, comprises. Après, bien sûr, vous avez le service public, donc les chaînes France Télévisions, etc. Et vous avez certaines associations aussi. Mais, dans tous les cas, après, les chaînes télé, surtout, elles appartiennent seulement à entre 6 et 8 milliardaires, en fait. D'accord, ils ont de l'argent, mais pourquoi ils achètent des médias? La question se pose. Il y a des enquêtes qui ont été faites qui disent qu'en fait, les médias se portaient très mal en France, que ce soit la presse écrite ou même les chaînes TV, se portent très mal. Quand on investit dans un média, en fait, on perd de l'argent. Alors, dans ce cas, pourquoi des milliardaires investiraient à perte dans des médias? Tout simplement pour en avoir le contrôle. On en a eu d'ailleurs un bon aperçu quand il y a eu Cyril Hanouna et que je ne sais plus quel intervenant avait attaqué ouvertement Bolloré. Donc Bolloré, c'est celui qui détient les chaînes C, donc C8, CNews, etc. Donc on peut le voir à l'écran, hein, vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, si vous arrivez à zoomer, ou si vous allez sur la page du Monde Diplomatique et que vous retrouvez cette diapo. Donc là vous allez sur la droite et vous verrez, C8, et Cyril Hanouna, il a dit que il y avait un intervenant qui disait, oui, je crois que c'était Louis Boyard, oui, Bolloré, il fait de la merde, etc. Et toi tu fais de la merde, tu obéis à Bolloré, etc. Et Hanouna lui dit, oui, mais moi je ne mords pas la main qui me nourrit. Donc en gros, il ne va pas diffamer son employeur, Cyril Hanouna ne peut pas faire d'enquête journalistique sur Bolloré, son employeur. Pourquoi? Sous peine de se faire virer. Donc vous voyez que tout ce qui est à l'écran là, tous les gens qui bossent pour ces gens-là ne peuvent pas se permettre de faire des enquêtes sur leur patron, sous peine de soit de se faire virer, soit de se faire mettre au placard, et de plus pouvoir bosser, et en gros pour qu'ils démissionnent eux-mêmes après. Donc, certaines personnes croient que les médias en France sont libres. Certes, il y a une apparence de liberté, mais quand les médias appartiennent à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et que cette personne vous engage, vous pouvez pas, c'est logique en fait, et même ces personnes, les milliardaires, entre les petits journalistes, les pigistes qui travaillent tout en bas de l'échelle, qui écrivent des articles, etc., et le grand patron, le grand patron ne le voit jamais, normalement, parce que justement, il doit montrer qu'il ne soudoie pas les journalistes pour dire que la presse est libre. Mais il suffit qu'ils mettent quelqu'un qui soit son bras droit, enfin peut-être pas son bras droit, mais quelqu'un qui connaît très bien, qui lui est redevable, qu'ils mettent quelqu'un au poste de chef de rédaction, etc. Quand cette personne verra les articles arriver, et qui va dire ouais mais ça c'est un criminel, parce qu'il y a des pigistes qui ça se trouve ne savent pas pour qui ils bossent, parce que ces gens-là ils vivent dans l'ombre. Ces grands milliardaires vivent dans l'ombre. Donc ils savent peut-être pas pour qui ils bossent, ils disent ah ouais mais moi j'ai fait un article sur un tel, il paraît que c'est le patron de machin, etc. Et même si c'est pas dans le cadre du journal qui incriminerait le journal, mais qui incriminerait le milliardaire lui-même, dans une autre affaire que la possession du journal, dans son entreprise par exemple, et cet article ne verra jamais le jour. Parce que le rédac-chef, ce sera quelqu'un qui aura été mis là, comme Bolloré a fait avec François Lejeune par exemple, il a mis à la tête du JDD, avec tout le monde était en désaccord dans le journal, parce que normalement il y a un vote, tous les chefs de poste qui travaillent dans le journal, ils sont censés avoir des droits et ils votent pour qu'ils aimeraient avoir un rédac-chef. Et ils sont en général, quand tout le monde est d'accord, on met en place un rédac-chef, que tout le monde a voté. Et là, en fait, Bolloré, apparemment, il a voulu mettre François Lejeune, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde avait voté contre, et il a imposé son choix. Donc là, c'est un choix purement voulu par le milliardaire. Donc du coup, vous voyez très bien que
même ceux qui n'y croient pas, qui ont du mal à croire, même moi, hein, avant toute chose, avant tout ça, avant de mettre le nez dedans, avant de faire quelques recherches, je ne pensais pas, je pensais que la presse était libre, que la télé était libre, que la France était une grande démocratie, etc. Et voilà, que les choses allaient de soi, quoi, comme dans les films américains, on est les gentils, et ceux qui nous gouvernent sont les gentils. On se rend vite compte que tout est lié, et que ceux qui ont de l'argent placent des hommes un peu partout pour pouvoir gérer à leur guise toutes les fonctions qu'il y a au niveau de l'État, même d'un quatrième pouvoir là qui en soi n'est pas très intéressant. Je veux dire, à la base c'est pas un truc de pouvoir, un pouvoir on va dire politique, mais comme c'est l'information, celui qui détient l'information, si vous n'êtes pas au courant de certaines choses, tant que vous ignorez certaines choses, et ben si on vous dit pas qu'il ne faut pas manger de la viande parce qu'elle a été périmée, etc. Par exemple, je prends un exemple bidon, et ben vous allez l'acheter. Donc pour la suite, je vais vous passer une petite citation. C'est écrit en bas, les deux qui, mais je vais vous la lire. La meilleure façon de contrôler un peuple et de le contrôler complètement, c'est de lui retirer un petit peu de liberté à la fois.